Un joyau de la Renaissance, serti dans une forteresse, des pierres précieuses sur le collier de la Vézère. Bonjour et bienvenue au château de Los à Tonac, en Dordogne. Il y a des lieux qui inspirent le respect. Des courbes dessinées avec grâce, des pierres finement ciselées il y a plusieurs siècles par des mains expertes. Il y a des endroits où l'on se dit, si les murs pouvaient parler, eh bien ici, au château de Los, ils parlent. Eh bien nous aussi, nous avons trouvé la clé des champs, puisque nous sommes dans une ambiance pleine de verdure. Et pourtant, Amélie, ça n'a pas toujours été le cas ici. Non, pas du tout, puisqu'à l'origine, effectivement, la courtine du château se trouvait là, c'est-à-dire une double muraille crénelée qui soutenait un chemin de ronde. Et c'est cette courtine qui reliait les tours du château fort d'origine. En fait, nous sommes en surplomb au-dessus de la douve. Alors vous y avez installé ici un jardin très allégorique, hein. On retrouve ces créneaux en buis, c'est une belle référence. Qui rappelle effectivement le chemin de ronde crénelé initial. Alors on l'a compris, pour se protéger des assaillants, eh bien, il y a ces grands murs. La quatrième protection, elle est naturelle, c'est la Vézère. Tout à fait, le site ici est stratégique, hein. On est donc bien protégé par la rivière sur ce côté-là, et puis un petit peu plus tard, les gabarres passaient sur cette rivière, et ainsi des tunnels étaient creusés dans la roche, et on remontait toutes les marchandises qui arrivaient des bateaux, et on communiquait ainsi avec la rivière. Je crois que lorsqu'on va sur l'autre rive, d'ailleurs, on voit les fondations d'un premier château, du reste d'un donjon. Tout à fait, puisque la terrasse du château est posée vraiment sur ces sous-bassements médiévaux. On retrouve les bâtiments initiaux sous la terrasse du château. Alors vous comprenez la richesse de ce lieu. Il faut savoir que le château de Los est classé monument historique depuis les années 30. Vous nous entendez souvent utiliser ce terme. Quelle réalité se cache derrière ? Why I'm talking to you in English? You know we are in Périgord. Come with me, you will understand. Hi Robin, you are the gardener of this beautiful garden and you're an Englishman in Périgord. Right. Why did you choose to change your life? I was a gardener in England and I saw an advertisement for the job here and I applied and became the gardener. I fell in love. We can't do much more in changing the castle and making it better. But we have a chance to make the garden evolve and make the garden look better. Introducing more colour, cut the grass, cut the hedges, just lots and lots of cutting. I love the countryside. I love the Valley Vézère. And it's just a beautiful place to live and work. Quel paysage, quel point de vue nous nous trouvons maintenant sur ce balcon édifié au XVIe siècle. Jacqueline, il faut préciser que ce n'est pas tout à fait un hasard s'il y a autant de châteaux construits sur le bord de la rivière, sur le bord de la Vézère. Bien sûr, parce que c'était avant tout un moyen de communication. Les routes étaient pratiquement inexistantes et ceci permettait le lien entre la Corrèze et Bordeaux. Il y a eu probablement, d'ailleurs, on n'a pas de certitude, mais des villas gallo-romaines qui ont été édifiées sur ces sites. C'est très probable, du fait que la vallée était fertile, nombre de villas gallo-romaines ont été les premiers sites de ces châteaux et l'occupation de ce lieu a évidemment continué après au Moyen-Âge, puisque nous avons des sépultures mérovingiennes dans la muraille. Donc il est évident que ce lieu est occupé depuis les temps immémoriaux. Alors nous pénétrons dans ces jardins. Quel beau point de vue, quelle régularité dans les coupes. Petite précision, des jardins, en fait, il n'y en avait pas. C'est une création de votre part d'ailleurs, Jacqueline. Une création, oui, parce que c'était l'environnement essentiel pour le château, mais qui est venu après la restauration des bâtiments, parce qu'il faut savoir que le lieu ayant été laissé un peu à l'abandon était envahi de ronces et de lierre jusqu'aux murailles. Alors comment conçoit-on un jardin dans l'esprit du XVIe et du XVIIe siècle ? Alors le jardin, avant tout, je crois qu'il faut être respectueux du lieu, il faut que ce soit en harmonie avec l'architecture, et il faut regarder beaucoup de documents d'époque. On néglige trop souvent l'arrière-plan des tableaux, les gravures qui existent,
et qui vous montrent telles que les choses étaient à cette époque. Bien sûr, on les simplifie puisqu'il faut penser à l'entretien à notre époque, mais on garde l'esprit du lieu. Alors, curiosité du regard pour aller chercher des détails effectivement dans des dessins ou des gravures, mais à quoi ça servait un jardin à l'époque? C'est un signe vers l'extérieur, un lieu d'agrément, les deux? Vous savez, depuis aussi même, c'est l'époque romaine dont tout le monde s'est inspiré, on l'oublie trop souvent. Et le jardin est resté un lieu utilitaire, produisant évidemment légumes, épices, etc. Mais aussi un lieu d'agrément. Déjà au Moyen-Âge, nombre de gravures dans les livres d'heures vous le montrent. Et ceci a été particulièrement développé à la Renaissance, qui s'est tournée vers l'Antiquité pour tout cela. Et j'ai beaucoup regardé, bien sûr, avec mon intérêt pour la Renaissance, les plantes qui étaient cultivées aussi, et surtout les plantes qui sont acclimatées à ce lieu du sud-ouest qui est quand même assez spécial. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc effectivement. Pas beaucoup d'eau. Alors c'est vrai qu'un jardin, il évolue bien évidemment en fonction des saisons. Lorsqu'on vient ici au printemps ou à l'été, il y a des fleurs un peu partout, mais on cultive également le buis, l'artopierre, cette façon de tailler. L'artopierre, c'est fondamental. Les volumes sont très très importants. Et il faut se souvenir aussi que les châteaux à l'époque étaient donc des forteresses qui sont restées. Le jardin n'était qu'un hors-d'œuvre. Nous ne sommes pas au XVIIe où le jardin, après la destruction des châteaux pendant les guerres de religion, où la démolition voulue par Richelieu ont été de nouveaux châteaux qui s'ouvraient vers le paysage. Les forteresses, au contraire, les jardins qui les entouraient, tout comme en Italie, étaient des jardins juxtaposés, plusieurs petits jardins composés, juxtaposés, de volume avant toute chose. D'ailleurs, ça a dû vous faire plaisir parce que dès la création en 2004 du label Jardin remarquable, vous avez obtenu ce prix, si on peut dire, par le ministère de la Culture. Oui, c'est une distinction, c'est surtout un réconfort pour savoir qu'on ne s'est pas trompé, puisque la commission a sélectionné les jardins de l'Os. En un mot, on se sent un petit peu comme un peintre lorsqu'on conçoit un jardin comme celui-ci. Sculpteur. Sculpteur. On joue plus sur les volumes que sur les couleurs, c'est cela que vous voulez dire. Mais bien sûr, on ajoute les touches de couleur après, mais ça c'est surtout pour la beauté du végétal. Parce qu'ici, exclusivement, comme vous avez pu le voir, non, vous n'avez pas pu le voir parce que nous sommes en automne, il en reste juste quelques fleurs, ce sont à presque, pas 100% de roses anciennes, mais la plupart 16e et 17e. Voilà. Et on est aussi récompensé lorsqu'on on jette ce regard aujourd'hui sous cette belle lumière du rapport entre le jardin et ce château. Merci, bravo Jacqueline. Merci à vous.